Bonjour à tous, merci de votre présence. Premier coup de pelle du périmètre agricole de Sarantomo dans le cercle de Djéné, cité par le chef de l'État, plus de 3 milliards de francs CFA. C'est le montant qui sera investi par la Banque islamique de développement pour sa réalisation. Nos envoyés spéciaux Amadou Sankaré, Brahima Koulibaly et Adama Kamara nous en disent plus. Non loin du site du seuil de Djéné, à environ 17 km, un autre aménagement verra le jour dans la localité de Sarantomo. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à bord de cet engin, a donné le top départ des travaux d'aménagement du périmètre qui aura un potentiel de 1000 hectares à maîtrise totale de l'eau et la construction de l'ouvrage de vidange de la zone du Pondori. Cet important projet est financé par la Banque islamique de développement à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA. Les producteurs saluent cette initiative. Il y aura beaucoup d'aménagements pour les producteurs. Donc je pense que ça c'est notre objectif. Et on remercie sincèrement le président, le chef d'État, et l'encourager à ces travaux-là. Parce que je pense que ce pays-là n'ira sans l'agriculture, l'élevage et la pêche. Les zones du Pondori et du Djénéri disposent d'énormes potentialités naturelles qui ont besoin d'être valorisées. C'est pourquoi les techniciens du monde rural apprécient l'installation des infrastructures qui auront un impact certain sur les communautés. À Sarantomo, il y a environ 1000 hectares donc, qui seront exécutés en maîtrise totale. Bon, tous ces travaux, plus ou moins, ont déjà commencé. Nous allons avoir donc une production donc, très importante, en prenant donc en moyenne dans l'ordre de 3 tonnes à l'hectare. Donc ça veut dire que nous sommes à plus de 30 000 tonnes donc, de production, en prenant seulement le riz. Pour le premier responsable du département du développement rural, la construction de ces ouvrages est le résultat d'une volonté politique qui vise à faire du Mali une puissance agricole avec comme finalité l'autosuffisance alimentaire. Cela va énormément booster les productions agricoles, pastorales, piscicoles de la région, notamment donc du Djéné, qui est donc à vocation agro-silvo-pastorale. Et les productions attendues vont énormément augmenter les revenus, accroître vraiment donc la richesse de la région, faire reculer fondamentalement la pauvreté et augmenter le poids donc des sous-secteurs élevage-pêche dans l'économie régionale. Les populations de Djéné attendent avec beaucoup d'espoir la réalisation de ce projet. Toujours dans la région de Mopti, le président de la République, au dernier jour de sa visite, s'est rendu sur le chantier du CU du Djéné. C'était pour constater l'état d'avancement des travaux. Notons que la réalisation du CEU doit permettre d'augmenter les productions agricoles et piscicoles de notre pays et du coup favoriser l'atteinte de la sécurité alimentaire. Le récit de nos envoyés spéciaux, Brahma Traoré, Adama Kamara et Brahima Koulibaly. 4e jour de la visite du président de la République dans la région de Mopti, dernière étape, Djéné la religieuse. C'est un chef de l'État très heureux qui vient à la rencontre d'une population acquise à sa cause. Cette mobilisation en est la parfaite illustration. Dans la ville religieuse, le président Ibrahim Boubacar Keïta a visité un ouvrage futuriste et porteur d'espoir, le seuil de Djéné, ouvrage dont les travaux sont exécutés à plus de 50%. C'est le constat fait par le chef de l'État. Aujourd'hui, je suis ici à Djéné pour voir l'état d'avancement des travaux de construction du seuil de Djéné. Vous avez vu l'ouvrage, quand il sera terminé, ressemblera comme à un frère jumeau au barrage imaginé par l'ingénieur français Émile Bellim en 1938, dont les effets ne sont plus à indiquer. Le barrage de Mercala a permis et devrait permettre l'irrigation d'au moins 1 million d'hectares. Aujourd'hui encore, nous en sommes très très loin. C'est dire tout le potentiel agronomique fabuleux de ce pays, agricole fabuleux de ce pays.
Et Djenné il prend sa part et toute sa part. Le seuil de Djenné est financé à hauteur de plus de 19 milliards de francs CFA. Principaux bailleurs de fonds, la Banque islamique de développement BID et la Banque africaine de développement BAD. La construction de l'ouvrage permettra d'augmenter les productions agro-silvo-pastorales et piscicoles. Nous avons toujours eu le souci de la maîtrise de l'eau dans ce pays pour rendre à l'agriculture, notre pilier central, toutes ses chances. D'où ces initiatives de seuil régulateur. Il y a un premier seuil de Talo, qui a déjà produit ses effets. On le sait aujourd'hui, des cultures de contre-saison, les agronomes m'écoutent, les experts m'écoutent, sont possibles grâce au seuil de Talo. Et ce seuil de Djenné, dont on nous promet la possibilité désormais d'aménager près de 15 000 hectares, aura un impact sûr et certain sur la sécurisation alimentaire du Mali. C'est ça qui est important pour nous. C'est ici à Djenné que s'achève cette visite de 4 jours du président de la République dans la région de Mopti. Cette visite a permis au chef d'État d'être plus près de ses concitoyens et de s'enquérir de leurs préoccupations. Vous le savez déjà, le marché rose a brûlé toute la nuit de vendredi. Les dégâts sont énormes. Ils sont estimés à des milliards de francs CFA. Les branchements anarchiques seraient à l'origine du feu. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile s'est rendu sur les lieux. Ibrahima Traoré nous en parle. Le feu s'est signalé au cœur du marché central de Bamako aux environs de 23 h ce jeudi soir. Les pompiers, aussitôt alertés, se présentent, mais hélas, très difficile pour eux d'atteindre l'incendie. Toutes les voies d'accès sont anarchiquement occupées. Du coup, l'intervention a duré toute la nuit. De nombreuses boutiques sont détruites. Les commerçants pointent du doigt les causes de l'incendie. J'ai l'ultime conviction que cela est dû à des branchements anarchiques, c'est-à-dire au sein du marché rose. Parce que si vraiment moi je tiens vraiment que l'autorité vienne voir, c'est-à-dire le marché rose. Le marché rose, c'est-à-dire c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire pour ce pays-là. Donc ils viennent voir, c'est-à-dire comment, c'est-à-dire les gens se sont, c'est-à-dire procurés, c'est-à-dire de l'électricité, c'est-à-dire de n'importe comment. L'accès au marché rose, c'est archement nul. Parce que d'abord, la première maquette qu'ils ont montée pour que le marché rose soit comme ça, ils ont fallu faire ça 3 fois. Et la 3e fois, ils ont venu faire ça, un petit marché comme ça. Ensuite, sur la route, ils ont venu asseoir les petites boutiques sur la route aussi. Donc vous voulez qu'on dégage la route? Pour qu'on puisse avoir la route, pour faire l'accès au marché. Aucune victime n'est à signaler et le sinistre n'est pas chiffré. Les commerçants évoquent un bilan des dégâts qui s'élèverait à plusieurs milliards de francs CFA. Les forces de l'ordre ont été immédiatement déployées pour sécuriser les lieux. Nous sommes venus trouver que la protection civile était déjà engagée avec des éléments qui essayaient de contenir le feu et que la police, la gendarmerie et la garde nationale protégeaient les boutiques contre les pillards. Mais malheureusement, comme vous pouvez le constater ici, il leur a été en fait difficile d'avoir accès au cœur du foyer, c'est-à-dire le marché rose lui-même. C'est le 4e marché de Bamako qui brûle ainsi après ceux de Médine, de l'artisanat et tout récemment le marché à Kola. En attendant de savoir les vraies causes de ces incendies à répétition, les commerçants se posent plusieurs questions. Après ce taux incendie, il est l'heure de prendre des mesures urgentes. Pour cela, le Premier ministre a rencontré la Commission nationale de lutte contre les incendies dans le marché. Une réunion élargie aux ministres concernés. La rencontre avait pour but de plancher sur le rapport produit par la Commission. Au nom de ces mesures, le désengorgement des voies d'accès des marchés. Pour plus d'informations sur la rencontre, écoutons le ministre du Commerce, Abdelkarim Konaté. Il répond aux questions de Mohamed Diarra. Depuis quelques semaines déjà, une commission nationale travaille sur la question. La dite commission a déposé son rapport. Des mesures urgentes ont été proposées par la dite commission. Il y a d'abord la libération des voies d'accès sur les marchés. Il y a également la problématique aussi des bouches d'incendie autour des marchés. Hier soir, les sapeurs-pompiers ont fait beaucoup d'efforts pour aller se ravitailler, souvent en ville,
alors qu'il y a effectivement des bouches d'incendie tout autour du marché. Mais ces bouches d'incendie sont totalement sous des kiosques. Il y a également des feux ouverts qui sont souvent dans le marché. Et il faut désormais interdire ces feux ouverts. Donc la réunion autour du Premier ministre ce matin, c'était pour valider ce rapport et rapidement le faire adopter à travers une communication écrite en Conseil des ministres. Est-ce que c'est suite à l'incendie d'hier que la commission s'est réunie? La commission travaille déjà depuis plusieurs semaines. Hier matin déjà, les secrétaires généraux des différents départements ministériels ont discuté au niveau du secrétariat général du gouvernement du contenu de ce rapport-là. Les dégâts sont énormes, les victimes attendent à ce niveau. Est-ce que vous avez parlé de cela? Oui, effectivement, une commission a été mise en place déjà par la Chambre de commerce et d'industrie pour effectivement identifier les victimes et éventuellement faire une évaluation des dégâts. Et la solidarité du gouvernement viendra après cette évaluation. Sur un tout autre plan, conférence de presse de la Coalition nationale Campagne internationale pour l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Objectif, faire l'état de la mise en œuvre des recommandations de l'EID 2013. Alpha Maïga nous fait le point. L'édition 2013 de l'espace d'interpellation a vécu. Plus de 3 mois, pas de début de mise en œuvre concernant les recommandations. Fort de ce constat, l'ONG Coalition nationale de la campagne internationale pour l'eau potable et l'assainissement sonne l'alerte. Face à la presse, l'ONG rappelle à l'État ses engagements. Cette timide mise en œuvre de ces recommandations, et nous sommes dans notre rôle de société civile, d'éveil et d'alerte. En clair, il s'agit de partager les informations de l'état de mise en œuvre des recommandations. Ensuite, inviter les autorités à diligenter le traitement des interpellations. Ce qui dénote que l'exercice auquel s'est livrée la coalition prouve que l'application des recommandations de l'EID contribue à l'amélioration de la gouvernance au Mali. Si ces manquements sont corrigés à travers de l'application correcte de ces recommandations, cela ne fera que mettre ces citoyens victimes dans leurs droits et contribuer à améliorer la gouvernance. La rencontre avec les hommes de médias s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la commémoration de la Journée mondiale de l'eau, une journée qui doit être célébrée ce samedi 22 mars. Le 20 mars, c'était la journée mondiale de la francophonie. Dans le cadre de la célébration de cette journée, donc, l'Association malienne des professeurs de langue française a organisé la journée nationale de la langue française. Ceci dans le but de cultiver davantage la langue française dans le quotidien des élèves et étudiants du Mali. Le reportage de Nando Dambili. Par cette journée, les professionnels de l'enseignement de la langue de Molière célèbrent à leur manière la journée internationale de la francophonie, histoire de faire l'état de l'enseignement du français dans nos écoles. Le thème de la conférence animée à l'occasion, pratique du français à l'école, défis et perspectives, en est la preuve. La journée internationale de la francophonie est un moment de réflexion pour voir quelle est la situation du français dans notre pays, quelle est la pratique du français dans nos écoles. Il s'agit d'une façon générale de densifier le niveau des apprenants en français. Cette journée est donc une opportunité. Vous souhaitez débattre sur la pratique de votre métier au Mali et sur les réformes curriculaires en cours. Cette journée est peut-être un point de départ de réflexion. Vieille de 25 ans, l'Association malienne des professeurs de langue française regroupe aujourd'hui 400 adhérents. La cérémonie qui a enregistré une séquence poétique a été mise à profit par les responsables de l'association pour inviter les militants à s'acquitter correctement de leurs obligations. Et toujours en parlant de la 44e édition de la francophonie, l'Association des jeunes franco-maliens pour le développement de l'éducation au Mali a rendu un vibrant hommage à tous les francophones et francophiles du monde. Alpha Maïga, reportage. C'est le carrefour des jeunes qui a servi de cadre pour célébrer la journée de la francophonie. Elle est organisée par l'Association des jeunes franco-maliens pour le développement de l'éducation au Mali. Une première part des jeunes qui rendent ici un hommage à la parole. La parole est un fruit dont l'écorce est bavarde, amicale ou fraternelle. La chair, le dialogue fécondant et le noyau, le bon sens.
mais prétendre tout connaître, tout dire, tout faire, c'est tout détruire ou se retrouver victime de tout. Pour marquer d'un saut la commémoration du 44e anniversaire de la francophonie, une conférence débat a été initiée. Le thème choisi est la place de la langue française dans le processus de développement et la paix au Mali. La langue française, on ne peut parler de la langue française sans parler du rôle de la France dans le monde, n'est-ce pas? La France étant une puissance et qui a colonisé le Mali de 1880 à 1960 et qui continue à entretenir des relations de coopération avec notre pays. Donc nous estimons que parler de cette langue et du rôle de la francophonie, c'est une bonne chose. L'Association des jeunes franco-maliens pour le développement de l'éducation au Mali a été créée il y a 5 ans. Un des objectifs de l'association est de renforcer la capacité des élèves étudiants au Mali. La paix, la réconciliation, la cohésion sociale et le vivre ensemble sont au centre des journées culturelles initiées par les autorités scolaires de Tombouctou. L'objectif est de cultiver chez les jeunes la notion de citoyenneté et de cohabitation pacifique. 45 écoles prennent part à cette activité. La correspondance de Yé Atandina. C'est pour créer un cadre de divertissement entre les enfants en vue d'oublier les mauvais souvenirs de l'occupation, de revaloriser l'art et la culture traditionnelle dans l'espace scolaire que le Centre d'animation pédagogique vient de lancer le concours interscolaire Jeunes et Citoyenneté, 4e édition. Pendant 3 jours, 45 écoles vont compétir sur des sujets relatifs à la paix, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique. Pour les autorités scolaires, cet espace reste la seule tribune d'expression des élèves. Ce concours, qui est certes un divertissement, va créer au niveau des scolaires une saine émulation bénéfique et enrichissante. Au-delà de cet aspect récréatif, c'est aussi une expérience, une formation qui témoigne que l'école demeure le laboratoire de la vie. Chorégraphie, poèmes, chœurs, imitations d'artistes sont entre autres les modes d'expression des différents établissements. Pour les autorités locales, cette activité cadre parfaitement avec la politique gouvernementale. Aujourd'hui, avec la détermination de notre armée nationale et leurs partenaires, Serval, MINUSMA et Forces africaines, la paix est revenue et l'espoir renaît. À cet égard, l'organisation des présentes soirées culturelles par nos élèves traduit leur volonté de paix et de développement. Le stade municipal de Tombouctou reste ainsi le seul point de convergence des populations de la cité des 333 saints. C'est aussi l'occasion de découvrir les futurs talents culturels de Tombouctou. Fin à Sikasso du concours de photographie dénommé L'œil du Kénédougou. Lancé le 4 février dernier, c'est l'artiste photographe Adama Dao qui a remporté le prix de la meilleure photo. Sékou Konaté nous présente le lauréat. Initié par Com et Éthique Diffusion, en partenariat avec l'Association des photographes de Sikasso et la Direction régionale de la culture, cette édition 2014 du concours de photographie, dénommé L'œil du Kénédougou, a enregistré une participation forte de près de 43 photographes. Le thème retenu était l'enfance dans toute sa dimension. À travers le thème de cette année qui porte sur l'enfance, les photographes ont mis en œuvre leur génie et leur talent pour peindre les enfants dans leur laideur et dans leur beauté. À l'issue du concours, le jury de 9 membres a décerné 2 catégories de prix. Les meilleurs prix de série et les meilleures photos. Ainsi, dans la catégorie des séries, Adama Traoré Tamba a enlevé le premier prix. Et dans la série photo individuelle, Adama Dao est arrivé premier. Dans l'ensemble, oui, on est très content du résultat. Il y a eu beaucoup plus de participation cette année que les années précédentes. Il y a eu 43 photographes qui se sont inscrits, qui se sont mis au travail, qui ont eu le courage de participer. Et pour les autorités régionales, l'initiative doit permettre l'émergence de vrais professionnels. Il me plaît à cet égard d'inviter les uns et les autres à travailler avec plus d'ardeur afin que les œuvres artistiques prisées puissent permettre aux auteurs de vivre de leur art. Les lauréats ont reçu chacun des clés USB, des sacs et des appareils photo numériques ou professionnels. Les meilleures photos des 4 éditions feront l'objet d'expositions à l'Institut français de Bamako du 28 avril au 10 mai prochain.
Du sport à présent, football, Coupe de la Confédération, 8e de finale aller. Le Djoliba AC est déjà sur place au Caire. Les Rouges jouent aujourd'hui samedi contre les Égyptiens de Wadi Degla Sporting Club. Avant le départ sur le Caire de l'équipe, Siragatou Sissé a fait un tour du côté de l'ACI 2000 et il nous dit que le moral de l'équipe est au beau fixe. Le Djoliba AC amorce un virage important de son parcours en Coupe de la Confédération. En jouant contre Wadi Degla Sporting Club d'Égypte en 8e de finale aller ce samedi au stade militaire du Caire, les pensionnaires de Eramakono doivent s'inspirer de la glorieuse épopée de 2012, à la clé la médaille d'argent. C'est un match important que je joue contre beaucoup d'équipes, mais je ne connais pas cette équipe-là. Mais tout compte fait, on va aller jouer pour remporter ou bien de chercher un nid là-bas. On va essayer de gagner là-bas, prendre notre qualification en Égypte pour que le retour, ça sera facile pour nous à Bamako. Pour ce 8e de finale aller, les Rouges l'ont préparé de la plus belle des manières en affrontant les rivaux, les Blancs du Stade Malien de Bamako, lors de la 9e journée en retard de Ligue 1. Un bon rodage malgré le nul de 0-0. Nous allons aborder le match avec beaucoup de sérénité, comme je l'ai dit, beaucoup de précautions. Le club, nous ne le connaissons pas beaucoup. Bon, sur le plan physique, nous sommes très bien. Seulement, nous avons quelques blessés qui ne vont pas prendre part à ce match-là. Comme en 16e de finale, le Djoliba AC se mesurera à un néophyte sur la scène continentale. L'adversaire Wadi Degla Sporting Club est fondé en 2002. Le club a accédé en première division lors de la saison 2009-2010. Wadi Degla participe à sa toute première grande expérience en sa qualité de finaliste de la Coupe d'Égypte. Après 11 journées de championnat local, Wadi Degla Club Sporting est 3e avec 18 points. L'équipe a pour manager Hani Ramzi, l'ancien défenseur des Pharaons d'Égypte, et elle regorge plusieurs internationaux juniors, espoirs et seniors, dont le gardien emblématique Hessam El Hadari, triple champion d'Afrique 2006, 2008 et 2010. Voilà, bonne chance au Djoliba AC qui s'entraîne plutôt à Eramakono. Football toujours, cette fois on parle de compétition africaine des clubs. L'AS Real de Bamako reçoit ce samedi l'Espérance de Tunis au compte des 8e de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre capitale pour les Scorpions pour accéder à la phase de poule. Le point c'est avec Al-Joumatina. La lucrative phase de poule de la Ligue des Champions reste toujours d'actualité chez nous. Car jusque-là, aucun club malien n'est encore parvenu à y accéder. Cette année, c'est ce défi qui se présente à l'AS Real de Bamako. Et l'obstacle s'appelle l'Espérance sportive de Tunisie. C'est-à-dire qu'autant nous avons pu jouer à Rabat, et on est capable de jouer contre cette équipe d'Espérance de Tunis. On est capable de les mettre en mal. Mais quelque part, ça va dépendre de nous. Ça va dépendre de nous. Et il faut qu'on fasse plus que ce que nous avons fait sur les 2 matchs ici. C'est déjà important. J'ai eu une discussion avec les joueurs. Il faut qu'ils jouent réellement sur leurs valeurs. Les Scorpions ne sont plus qu'à 180 minutes pour réussir un sacré coup. Un exploit qui hante les esprits, d'où la confiance des acteurs super déterminés. La préparation se passe bien parce qu'on connaît déjà l'équipe qu'on va affronter. On sait que ça, c'est pas facile, mais on ne se prépare pas bien pour ça. On n'a pas l'habitude de bien regarder l'adversaire ou de regarder qui que ce soit. L'essentiel pour nous, c'est de bien jouer, essayer de faire notre jeu. Après, le résultat, on verra. Cette année, depuis le début de la campagne, le Real a toujours démarré sur terrain adverse. Mais cette fois-ci, le contexte est différent. Il faudra donc se montrer plus ambitieux, surtout face à un grand Afrique. Le de Mali, nous connaissons la qualité des joueurs de Mali, c'est toujours bien physiquement préparé, c'est toujours bien technique, c'est toujours bien organisé. C'est un match difficile. Tout comme les années précédentes, la mobilisation doit être grande car l'enjeu est énorme. C'est samedi. L'objectif du Real est d'être à la hauteur des attentes du public sportif malien en général, qui rêve de la phase de poule de la Ligue des Champions depuis bien longtemps. Et bonne chance. Voilà, point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. D'autres informations, c'est à 20h dans la grande édition avec Deïssi Soko. Merci de votre fidélité. À demain 13h. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Adama Koité. C'est dans Samedi Loisirs.